Dans cette vidéo, on va voir comment devenir millionnaire et quelle est la façon la plus facile à faire. Donc bien sûr, c'est un peu putaclic et tout le monde, tous les influenceurs, tous ceux qui parlent de ça vont exposer leur propre business, vont vendre leurs propres produits. C'est le YouTube game, j'ai envie de dire. Pour autant, moi c'est comme ça que j'ai réussi et c'est potentiellement tous mes gros investissements en start-up. Théoriquement, tous les exits à l'instant T, ça me sort 7 chiffres faciles. Bien sûr, c'est de la valorisation de boîtes, c'est des parts dans des startups qui ne sont pas cotées en bourse. C'est pas hyper liquide, je peux pas vendre de suite. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi sur le marché crypto. J'ai pas su tout garder, donc bref, j'ai réussi, mais j'ai pas su tout revendre. Et en tout cas, sur le marché de la startup, c'est ce qui me réussit aussi. Donc je vais vous partager ça, cette réflexion. Et aussi quel secteur d'industrie viser sur l'investissement en startup. Donc bien sûr, quand je parle de tout ça, c'est un gros lien avec l'entrepreneuriat. On peut devenir millionnaire et je pense que c'est la façon la plus rapide, j'ai envie de dire, pas forcément la plus simple. La plus simple et longue, je pense que on est quasiment tous d'accord, ça va être l'immobilier. L'immobilier, on s'endette, on fait un premier appartement, un deuxième, on enchaîne. Bien sûr, c'est hyper chiant. Si on rapporte le temps passé pour faire une recherche de biens, les travaux, les locataires, les trucs à gérer du style la plomberie ou je ne sais quoi, les impayés, etc. Le taux horaire passé est vraiment horrible et il y a beaucoup de calculs qui ont été faits. On gagne moins que le SMIC en faisant de l'immobilier. On passe des milliers d'heures pour pas grand chose, mais ça reste un des leviers d'enrichissement en France, je parle, où c'est facile d'emprunter. Je voyage énormément à travers le monde et j'aime bien me renseigner sur le marché immobilier dans d'autres pays et je vous garantis que le levier bancaire, c'est quand même assez rare de l'avoir de la même façon qu'on l'a en France. Malheureusement, moi, j'ai pas la situation pour faire de l'immobilier. Je ne peux pas emprunter. Comme je suis rentier entre guillemets, j'ai même pas des rentes, c'est très dépendant du marché crypto et de la start-up. Mais du coup, j'ai pas de salaire ni rien, donc voilà, j'ai pas de situation pour emprunter. Mais j'aime bien me renseigner. Et quand je voyage, il y a beaucoup de pays, même dans l'Union européenne, où en fait les locaux, c'est très difficile pour eux d'emprunter. Ou alors, dans tous les cas, ce sera des conditions assez horribles. Du style, ce sera minimum 30-50% de ce qu'on appelle down payment, donc d'apport. Donc bref, franchement, le levier bancaire en France est très puissant. C'est facile de devenir millionnaire avec l'immobilier, mais c'est lent. Donc là, je vous parle d'investissement en start-up ou même d'entrepreneuriat, parce qu'au final, l'investissement en start-up, c'est quoi? C'est de l'entrepreneuriat de façon passive, c'est-à-dire que je mets de l'argent et c'est l'entrepreneur qui bosse pour moi et moi, j'ai rien à faire. Donc c'est vrai que l'investissement en start-up, c'est un peu un cheat code pour moi. Bien sûr, il y a des risques et il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais c'est le seul marché où on peut faire d'énormes multiples parce qu'on investit avant les institutionnels. On investit avant les gros fonds qui vont racheter. Alors que sur n'importe quel marché, même sur la crypto, suivant où on se positionne, mais en fait, sur n'importe quel marché, on est le retail. Donc quand je dis retail, on est l'investisseur particulier. On est la chair à saucisse et c'est les gros poissons qui nous dumpent dessus. Le marché de la startup, c'est l'inverse. C'est inversé. Il n'y a que ce marché où on peut. Parce qu'on prend des risques plus tôt. Il y a plein de raisons pour. Je ferai une vidéo pour ça. Et les gros poissons, ils ne peuvent pas rentrer sur ces startups. Parce que justement, les startups, quand elles débutent, elles sont très peu valorisées. Et un fonds d'investissement, il y en a plein. En fait, ils ont ce qu'on appelle des conditions d'entrée où ils vont faire, ok, nous on investit sur des startups, sur la tech, avec des valorisations entre 1 et 5 millions. On va mettre un ticket de 100K. Et en fait, c'est très strict. Et ils ne sont pas flexibles comme nous, des petits particuliers. Et c'est notre avantage sur le marché de la startup, sur l'investissement en startup. Et eux, ces gros fonds, s'ils ont ce qu'on appelle une thèse d'investissement, donc des conditions pour investir sur une startup, pour racheter des parts de cette société, eh bien, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent.
Et par exemple, si la startup est valorisée, peu importe, 1 million au lieu de 2 millions comme c'est écrit dans leurs conditions d'investissement, eh bien ça marche pas, ils sont pas flexibles. Et du coup, c'est là où nous, on a des opportunités pour investir avant eux et dump sur eux. C'est le seul marché où on peut vendre sur les institutionnels et où on est rentré bien avant eux. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre dans chaque business, dans chaque investissement, dans chaque marché, où est-ce qu'on peut faire une plus-value, qui va nous racheter. Et tous les marchés financiers ou n'importe quel business, généralement en immobilier, ça va être du particulier. On achète en tant que particulier, on revend en tant que particulier. Je ne parle pas de montage fiscal ou autre via des sociétés. Je dis juste que qui est-ce qui nous rachète, à qui on vend. Ça ne va pas être un gros groupe commercial ou autre généralement. Mais la startup, c'est ça. Donc voilà pourquoi, que ce soit entrepreneur ou investisseur en startup, donc j'achète des parts du projet de l'entrepreneur. Au final, j'ai les mêmes droits, etc. que l'entrepreneur. C'est juste que j'ai moins de parts que lui généralement. Mais du coup, c'est vraiment ce business-là où on peut vraiment devenir millionnaire en partant de rien entre guillemets. On va attendre que ça passe. Parce qu'en fait, on crée une valeur, on crée le commencement d'un projet, une start-up, donc on commence et on s'expand rapidement. Et c'est ce démarrage qui vaut beaucoup d'argent. Il n'y a aucune start-up qui va lever des fonds si elle ne se valorise pas plus de 300, 500 000 euros. Hein, si je prends l'exemple de qui va être mon associé sur M6, alors c'est pas du tout un bon exemple, mais bon, comme ça permet d'avoir une idée. Tous les projets qui se présentent, à ma connaissance, il n'y en a aucun qui s'est valorisé moins de 500 000 euros, je pense. Donc quand on vend 10% de sa boîte, 20%, 30%, il faut au moins qu'on soit valo 500K. Et pour être valo 500K, je vous garantis que c'est pas compliqué. Il y a beaucoup de projets qui ont levé beaucoup de fonds rien que sur un PDF, un bout de papier. Alors certes, il y a le réseau, certes, il y a l'idée, etc. Peu importe. Mais il y en a qui lèvent des fonds sur pas grand-chose. Et pourquoi on lève des fonds sur pas grand-chose? Parce qu'il y a la vision, parce qu'il y a l'entrepreneur, etc. Mais ce qui veut dire que pour valoriser une startup 500K, 1 million, c'est pas compliqué. Donc, si on en revient au point de la vidéo, comment devenir millionnaire de façon rapide entre guillemets, sans trop se prendre la tête, la startup c'est la meilleure chose à faire. Que ce soit entrepreneur, on crée un truc de zéro, on bosse dessus pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans si vraiment on a du mal à trouver un produit. Mais voilà, on valorise de suite quelques millions sa boîte. Donc oui, on est millionnaire si on valorise sa boîte plusieurs millions. Bien sûr, c'est pas liquide, on l'a pas dans la poche, etc. Mais le principe est qu'on est millionnaire si on valorise sa boîte plusieurs millions. Et du coup, en tant qu'investisseur, c'est le même principe. Sauf que bien sûr, déjà on ne travaille pas, on est investisseur passif. Mais voilà, on va avoir moins de parts dans la startup. Mais ça reste quand même le meilleur moyen de valoriser un patrimoine, un portefeuille, grâce à l'investissement startup à plus d'1 million d'euros. Donc pour moi, ça reste la catégorie, la classe d'actifs la plus rentable, j'ai envie de dire, suivant comment prendre la définition de rentable, pour devenir millionnaire. Donc, bien sûr que si on met 10 000 euros, allez, même je prends 1000 euros, vraiment ticket gros minimum, il n'y a pas moins. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, je vous mets en description un lien vers mon club de Business Angel qui est pour l'instant gratuit. On est quasiment 200 je crois, où je partage pas mal d'analyses de startups qui viennent vers moi. Je vous partage un peu les coulisses, comment ça se passe, comment je sélectionne une startup, pourquoi, quel deal je négocie avec eux, etc. Donc je vous mets en description si ça vous intéresse. Donc je reviens, si vous mettez 1000 euros sur une startup, suivant sa valorisation, voilà, vous allez avoir peut-être 0,1% ou 0,01% de la boîte. Donc c'est sûr que pour devenir millionnaire en investissant en startup, comparé à un entrepreneur qui va avoir peut-être 80% des parts de la boîte, ça va être plus compliqué. Mais pour autant, ça reste la meilleure classe d'actifs pour le faire, parce que justement, on achète sur une certaine valorisation et puis on revend à des gros poissons, des institutionnels
et on leur dump dessus. Et c'est comme ça qu'on peut faire vraiment un max d'argent. Il faut toujours se poser la question, quelle plus-value on va ajouter au projet et qui est-ce qui va nous racheter. Et la plus-value, en fait, c'est la plus-value financière que vous apportez. Si le projet, peu importe, on fait une coque d'iPhone avec une intelligence artificielle, j'en sais rien. Si le projet est valorisé 1 million et que pour se lancer, il a besoin de 100 000 euros par exemple pour faire du marketing, du coup l'entrepreneur va vendre 10% des parts de sa boîte et avec cet argent, il va pouvoir développer la boîte. Donc bien sûr que votre argent investi sert à quelque chose et apporte une plus-value au projet. Même si vous n'allez pas travailler, c'est de l'investissement passif, ça apporte quelque chose, c'est du financier, ça permet au projet de se développer. Donc bien sûr, il y a toujours des risques à prendre en compte. Je ne fais pas de conseils financiers, mais ça permet au projet de se développer. Et une fois qu'il est suffisamment développé, une fois qu'il est mature, eh bien là, ça intéresse les fonds d'investissement, les gros groupes, les grosses fortunes qui vont racheter un projet qui fait déjà de l'argent et qui n'a pas besoin de trouver son positionnement sur le marché pour faire de l'argent. Donc eux, ils prennent, j'ai envie de dire, moins de risques, suivant comment on définit le risque, parce qu'ils mettent beaucoup plus d'argent pour avoir le même pourcentage que vous avez acheté. Enfin bref, c'est les gros poissons qui vous rachètent et c'est grâce à eux qu'on peut faire d'énormes multiples, contrairement à tous les marchés financiers où on se bat contre les mecs les plus intelligents au monde, les plus gros traders avec les meilleurs outils d'intelligence artificielle ou ce que vous voulez. Donc on se bat vraiment avec des armes complètement inégales sur les marchés financiers, contrairement aux startups où là en fait le particulier, donc nous, on a vraiment un avantage comparé aux fonds d'investissement qui eux ne peuvent pas rentrer partout. Nous on peut rentrer partout, on se faufile et ça fonctionne. Donc bref, si vous mettez 1000 euros, bien sûr qu'il faudra une sorte de fois 1000 pour faire 1 million. Le but d'investir en startup, c'est pas de mettre tout sur une seule startup, c'est de se créer son portefeuille petit à petit. Franchement, c'est un game assez différent que les marchés financiers. On déploie son capital sur plusieurs années. Moi, quand j'avais commencé en 2021 sur l'investissement startup, je crois que je mettais peut-être, je crois que c'était 5000 euros par mois à peu près. Après, j'ai plus su continuer parce que c'était le bear market en crypto, donc j'ai perdu beaucoup trop d'argent, j'ai pu continuer. Mais je continue toujours et je continue à déployer du capital petit à petit. Donc comment je le fais de mon profil d'investisseur? Comme j'ai pas vraiment de source de revenus, je suis uniquement investisseur, j'ai mon capital en crypto, j'ai mon portfolio en startup, on va dire, avec plein de parts dans des sociétés. Et en fait, actuellement, je vends de la crypto-monnaie pour racheter des parts en startup quand c'est intéressant. Parce que j'estime que sur le marché crypto, on est dans un stade, une phase de cycle assez avancée et j'ai envie de prendre des profits, mais j'ai envie de prendre des profits et faire encore travailler mon capital sur une classe d'actifs qui peut me rapporter énormément sans pour autant prendre les mêmes risques que le marché de la crypto. Donc c'est pour ça que je me désexpose du marché de la crypto pour aller sur le marché de la startup petit à petit quand il y a des opportunités et j'estime que je peux faire d'énormes multiples avec des risques moins élevés que le marché de la crypto. Mais c'est comme ça qu'on continue à faire travailler son portefeuille. On déplace son capital de classe d'actifs en classe d'actifs pour arriver à une finalité où on va se créer vraiment un portefeuille bien diversifié qui va nous rapporter des exits de temps en temps. Donc, un exit, c'est quand une startup revend quasiment l'entièreté de ses parts et c'est là où en tant qu'investisseur on peut faire une bonne plus-value et du coup voilà, en startup ça se compte 3, 5 à 7 ans généralement pour faire un exit. Les premières startups que j'ai achetées en 2021, je suis bien content de les avoir achetées parce que peut-être j'aurais fait de la merde avec cet argent, peut-être j'aurais continué à investir en crypto et j'aurais tout perdu. Alors que là, du coup on est en 2024, donc ça fait 3 ans. Donc peut-être dans 1 an, 2 ans, je vais commencer à avoir des exits sur cette startup.